on va parler bien sûr de ce que c'est que la virtualisation de données. On va voir effectivement pourquoi on en parle et pourquoi de plus en plus dans un contexte Azure et dans un contexte cloud, elle est importante. Et une bonne partie de la session sera basée sur une démonstration, sur un cas qu'on peut rencontrer chez nos clients. Alors, au niveau de la virtualisation, pourquoi elle est si importante et pourquoi on en entend de plus en plus parler et quels sont les avantages qu'on peut en avoir et en fin de compte, comment on peut la définir? Alors, Nicolas l'a bien spécifié, le besoin, le volume de stockage est de plus en plus important. On a des informations qui sont stockées au niveau des entreprises, mais des organisations, mais pas seulement. Les particuliers produisent énormément maintenant d'informations sur les réseaux sociaux, par exemple. Les objets, hein, les capteurs fournissent et aussi beaucoup d'informations qui sont intéressantes d'être exploitées. Alors surtout au niveau de la BI, on va essayer de collecter énormément d'informations diverses et variées. Et cette diversité, ben, justement, au niveau des formats qui sont proposés par les différentes sources, les différentes technologies qui sont utilisées, tout ça, cette diversité va nous amener aussi à aller vers de la virtualisation de données, parce qu'il sera énormément difficile de gérer chaque fois des interfaces qui sont longues à développer pour toutes les technologies et toutes les sources d'informations. On va aussi, et là on l'a vu au niveau des différents clouds, il est tellement facile et aisé de stocker des informations à travers le monde. Là aussi, on va favoriser la consommation de ces données là où elles sont positionnées. Pour la consistance aussi de l'accès à ces données, mais bien sûr, si on doit consommer des informations de différents types de sources, il sera plus aisé et plus facile de les consommer directement à ces sources que de les manipuler, de les transformer, de les rapatrier et éviter de les altérer aussi. Et bon, évidemment, la question de sécurité, on en a parlé plusieurs fois aussi au cours des premières présentations. C'est quelque chose d'important. Vous avez tous entendu parler de la GDPR, General Data Policy and Regulation, qui impose aussi qu'on sécurise les données sensibles, les données personnelles. Il y a même certains pays qui refusent que les données personnelles quittent le territoire. Donc là aussi, il sera important de pouvoir les interroger de façon, je dirais, externe. Et aussi, bien sûr, les menaces d'attaques cybernétiques qui sont de plus en plus fréquentes. Là aussi, plus les données sont en mouvement, on les copie à droite à gauche, plus on a ces risques. Alors, les bénéfices qu'on va en tirer, bien sûr, de cette virtualisation de données, c'est, dans un premier temps, qu'on va éviter les mouvements de ces données. Là, je viens d'évoquer les questions de sécurité. Plus on a des mouvements de données, plus on les expose, je dirais, à ces attaques. Surtout quand les volumes sont importants, on a des taux de transfert qui sont longs et plus on a je dirais, les chances de se les faire hacker. On va éviter également la duplicité, donc la copie de ces informations. Et on sait bien sûr que surtout pour les gens qui ont travaillé déjà avec le cloud, que les coûts de stockage, surtout sur des disques performants, peut être important. Et donc on va essayer de minimiser ces coûts de stockage en favorisant la virtualisation de données et évitant cette duplication.
La diversité de la localisation, ça va être aussi un bénéfice, puisque si on n'a pas, on peut stocker les informations dans diverses data centers. Là aussi, pour des questions de sécurité, ben, on ne va pas concentrer toutes les informations à un seul endroit. Donc là aussi, on ne va pas exposer à des attaques, que ce soit même physiques, hein, sur des data centers. On ne va pas forcément avoir les informations toutes dans un même data center, mais on va on va les localiser sur des data centers différents. Ça peut être aussi un avantage qu'on peut avoir en ayant cette virtualisation de données. Un accès plus rapide aux informations. On sait bien que mettre en place des interfaces, ce qu'on appelle dans le jargon de la BI des ETL ou des ELT, pour rapatrier des données peut être très consommateur, très long à développer aussi et à maintenir. Et les transferts de données peuvent être également importants et longs. Donc là, en favorisant cette virtualisation de données, on va accéder plus rapidement. Alors bien sûr, là, je ne parle pas forcément de performance, mais au niveau de l'accès des données en elles-mêmes, de l'interrogation des informations, elle pourra être facilitée. Et bien sûr, le bénéfice qu'on en attend aussi, c'est de pouvoir justement mixer les différentes sources et différentes technologies, les données de ces différentes technologies sans difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on en donne alors, vu je dirais, les besoins de cette virtualisation de données et les bénéfices qu'on en attend, ben, on va éventuellement définir cette virtualisation de données de la façon suivante. C'est une technique de visualisation de ces informations sans avoir de détails techniques sur ces sources, sur leurs sources et où elles se trouvent en fait. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on va essayer d'obtenir, surtout au niveau d'un environnement cloud, vu, je dirais, la facilité qu'on a, et on l'a bien vu aussi à travers la démo de Nicolas, qu'il est très facile de déployer des environnements sur le cloud. Et donc, on aimerait aussi que les données accessibles dans ces environnements, dans ces infrastructures cloud, soient le plus rapide possible, sans qu'on se pose effectivement la question où se trouvent ces données et sur quel système elles se trouvent. Donc maintenant, si on revient dans le thème qui nous intéresse, c'est le cloud et Azure. Donc on l'a déjà vu à travers la présentation de Jean-Loup, ben, on a énormément de data centers à disposition à travers le monde. Et comme on l'a spécifié, ben, il sera intéressant de mettre les données, les systèmes, les applications le plus proche possible de leurs utilisateurs finaux. Donc, dans un environnement global, bien sûr, si on prend l'exemple d'une société suisse qui a son siège social envoyé donc, avec des data centers en Suisse, puisqu'ils ils sont aussi disponibles au niveau de Azure. On va stocker des données au niveau de Azure. Mais par contre, si on a des filiales à travers le monde, en Australie ou au Brésil, par exemple, on va stocker leurs données, leurs applications le plus proche possible de leur daily business, je dirais, pour ne pas pénaliser leur travail quotidien et éviter toute latence. Mais par contre, on sera intéressé d'interroger leurs données de façon centrale au niveau du siège social pour faire un contrôle de la production, pour faire un contrôle des ventes, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose ou alors pour des points qui seront généralement très spécifiques ou qui sont mis en œuvre très rapidement dans quel coin du monde. Au niveau des services, ben là, on connaît, on a toute cette panoplie de services à disposition, que ce soit au niveau infrastructure, plateforme et bien sûr solution.
as a service. Alors, effectivement, la solution as a service, ben, elle va être très prononcée au niveau de Azure et de Office 365, bien entendu, hein, puisqu'il y a énormément d'entreprises maintenant qui travaillent avec Office 365 et qui vont travailler avec OneDrive ou les online SharePoint sites, qui sont également des sources d'informations qui peuvent être intéressantes au niveau de la BI. Si on prend les données, les services, donc là, c'est aussi une image un peu simplifiée, puisqu'il y a des centaines de services qui sont existants sur Azure. Donc là, c'est, je dirais, un résumé de ce qui peut exister. On va travailler beaucoup avec les services de données, que ce soit managés, qui existent au niveau comme source, mais on va travailler aussi avec des data lakes ou les stockages plus simples comme les blob storage, qui sont d'ailleurs font partie du data lake, hein, c'est storage, c'est un peu la même technologie qui tourne derrière. Mais également, on va travailler avec les machines virtuelles sur lesquelles on va pouvoir installer des services ou des applications qui peuvent également stocker de l'information. Alors, si je fais un zoom un peu sur ces données, sur ces services, ces data services qui existent, on va retrouver bien sûr les données, les services managés SQL, comme le Azure SQL Database et SQL Managed Instance qui existent. On a également des services managés sur les machines virtuelles. Par contre, on va également retrouver au niveau de l'offre Azure, pas seulement des produits Microsoft, mais on va trouver de l'open source comme du Postgres ou du MySQL, MariaDB, et comme l'a aussi évoqué Jean-Loup tout à l'heure, le Cosmos DB. J'ai évoqué aussi donc l'installation de ces machines virtuelles qui sont déjà disponibles. Il y a certaines offres qui sont préinstallées avec certains outils non Microsoft aussi, comme de l'Oracle, et aussi d'autres possibilités avec du Postgres, mais Exasol, MongoDB, Cassandra. Donc tout ça, ce sont des machines virtuelles qui sont préinstallées, bon, qui ne sont pas managées cette fois-ci, mais qu'on va retrouver aussi dans les scénarios de cloud. Alors pour la démo, ça va être la mise en œuvre un peu de toute cette infrastructure cloud et cette diversité cloud qu'on va essayer de mettre en œuvre. Alors pour ça, je vais d'abord parler succinctement de la technologie que je vais utiliser. C'est une technologie qui est proposée dans SQL Server, qui s'appelle Polybase. Et Polybase, donc la définition qu'en fait Microsoft, c'est effectivement une possibilité qu'on a dans SQL Server pour pouvoir créer des queries alors en Transact SQL, hein, qui est le langage natif du SQL Server, pour lire les données dans les systèmes externes. Alors effectivement, Polybase, au niveau cette option qu'on a dans SQL Server, va faire le lien, va faire l'interface avec les systèmes externes. Alors, on va pouvoir interfacer différents types, différentes technologies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va interroger cette technologie avec le langage natif SQL Server, qu'on appelle le TSQL, le Transact SQL. Alors, cette technologie n'est pas complètement neuve, puisqu'elle est apparue avec le SQL Server pour 2016. Elle est également disponible dans Azure Synapse, donc le Data Warehouse, hein, c'est le nouveau nom pour le Azure Data Warehouse. Par contre, elle est uniquement disponible sur deux connecteurs, Hadoop et Azure Blob Storage. Avec l'évolution de SQL Server 2019, que ce soit en Enterprise ou en standard, on va trouver de nouveaux connecteurs qui sont avec SQL Server donc lui-même, avec Oracle, Teradata, MongoDB, mais aussi des connecteurs ODBC.
Donc cette option-là n'est pas encore disponible sur les instances managées SQL Server sur Azure, mais c'est comme on l'a vu dans Azure Synapse, elle est déjà disponible sur 2 connecteurs, et je pense que ça, c'est une évolution ou une option qui va être disponible dans les prochains mois. Alors pour la démo, ce que je vous propose de faire, c'est le scénario suivant. Travailler bien sûr sur Azure, où on va installer, ou j'ai déjà préinstallé pour pas perdre trop de temps, une machine virtuelle avec SQL Server 2019 avec l'option Polybase. Alors Polybase, il faut savoir qu'il y a plusieurs installations possibles. On peut l'installer soit en serveur unique ou en ce qu'ils appellent en scale-out. C'est là aussi où la puissance du cloud est peut être utile. C'est-à-dire si on le met en scale-out, on va déployer plusieurs machines avec SQL Server, avec l'option Polybase, pour avoir plusieurs nœuds et pour faire ce scale-out de notre infrastructure SQL Server avec Polybase pour gagner en performance sur les systèmes externes que l'on interroge. Donc sur cette VM, on va avoir des données locales qui sont mes données sales US, qu'on va appeler données sales US. D'autre part, on va utiliser un blob storage où nos filiales du monde vont stocker leurs informations sales. Alors, ce qui est bénéfique avec le blob storage, c'est que le coût de stockage est relativement faible. Donc, c'est là qu'effectivement, on peut gagner sur des gros volumes d'informations qu'on veut stocker sur le coût de stockage. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut prendre en compte et tenir, considérer comme option si on a des volumes importants et qu'on veut quand même bénéficier d'une interrogation rapide de ces informations. D'autre part, effectivement, on n'a pas forcément, on l'a vu, je dirais, pas une homogénéité au niveau des technologies qu'on utilise. On va avoir d'autres informations, les informations de nos points de vente qui sont sur Oracle, sur une machine Linux aussi, dans Azure. Et parce que le monde n'est pas parfait, et à cause ou grâce à mon collègue Nicolas, on a aussi cette diversité qu'on retrouve chez nos clients. On n'a pas forcément uniquement un cloud provider unique. Dans ce cas-là, on va travailler sur du AWS aussi. Mais bon, pour ne pas exagérer, on a quand même mis un RDS SQL Server, donc une instance managée SQL Server sur AWS, avec nos informations produits et nos données de fabricants dessus. Et le but, c'est effectivement, depuis mon système, je dirais, que je vais nommer central, mon SQL Server avec Polybase, c'est de pouvoir accéder directement à ces informations sans les rapatrier, c'est-à-dire les interroger de façon directe. Et pour corser le tout, parce que on est quand même, on veut utiliser la puissance de Azure, on va utiliser du Power BI pour pouvoir interroger de façon directe et faire du reporting sur ces informations depuis mon système unique. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Power BI, on sait que Power BI, on peut faire plusieurs modes d'interrogation, on peut rapatrier les données dans Power BI. Là, c'est pas le but. On veut interroger les informations de façon directe depuis les systèmes sources. Et parce que effectivement, les connecteurs, ce qu'on appelle les direct queries de Power BI n'offre pas la possibilité de le faire sur tous les systèmes. Par exemple, sur du blob storage, on ne peut pas le faire en direct. Par contre, cette virtualisation de données qu'on va effectuer là va nous permettre de faire une interaction directe à travers cette interface-là et cette virtualisation de données sur du blob storage. Alors là, juste encore, pardon, je me suis trompé de flèche.
on va devoir mettre, puisqu'on travaille avec une machine virtuelle et non pas un service managé sur Azure, on va devoir mettre, c'est ce que j'ai mis aussi en place, une Azure Gateway ou un Power BI Gateway pour pouvoir faire la passerelle entre le Power BI, le service Power BI sur Azure, Office 365 et notre base de données SQL Server. Alors, je vous propose maintenant de passer à la démo, puisqu'on a fait la théorie. Je vais basculer. Je retrouve ma machine. Voilà. En premier temps, je vais vous montrer les services, les portails Azure pour vous montrer nos différentes machines, l'infrastructure qu'on a mis en place. Alors là, on va retrouver effectivement mes deux machines, ma machine Oracle avec ma base de données Oracle et ma machine SQL Server 2019 avec mon Polybase dessus. Donc on s'assure bien qu'elle soit bien en marche. Et ce qu'on va également voir, c'est nos storage accounts où on va effectivement voir notre blob storage. Si je vais dans mon Storage Explorer, je vais me retrouver avec mon blob container où j'ai mon container de sales avec mes worldwide sales et mes différents fichiers d'information que mes filiales ont déposés. Ce qui est important aussi de reconnaître, là, c'est les access keys, puisqu'on en aura besoin pour accéder à ce blob storage depuis notre SQL Server 2019. Donc, de ce côté-là, tout a l'air de fonctionner. On va juste voir aussi que j'ai bien accès à ma base de données Oracle. Donc là, j'ai une base de données OVA Data où j'ai effectivement ma dimension géographie avec mes points de vente dedans. On va également voir dans RDS, AWS, là je suis dans mon Amazon RDS, j'ai mon système AWS Virtual Data qui est effectivement un SQL Server Standard Edition qui est bien starting, qui est bien démarré. Alors, je vais quand même m'assurer que je vois bien les informations depuis mes sources là. Là, j'ai ma connexion avec mon Microsoft SQL Server Management Studio où j'ai bien ma base ProductDB où j'ai mes deux tables. Donc, comme je vous l'ai spécifié sur ma présentation avant, fabricant et produit. Et là, on voit bien que mon système, c'est un système managé RDS sur AWS avec la base d'administration RDS. Sur mon SQL Server, on va retrouver, donc ça c'est ma machine virtuelle SQL Server 2019, où j'ai mes local sales avec ma table, effectivement, donc Sales US. Alors, ce qu'on va faire, je vais me connecter à ma machine virtuelle SQL Server 2019. Je vais utiliser un outil qui est maintenant aussi disponible, c'est Azure Data Studio, qui est assez sympathique pour faire justement des workbooks pour faire des scénarios et du développement. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va vérifier que notre Polybase il est bien configuré sur notre instance. Alors, je vais faire un select properties de isPolybase installed sur mon instance SQL Server pour voir si effectivement je l'ai bien configuré. Pardon, j'ai sélectionné le mauvais. Je sélectionne cette ligne. Voilà, elle est bien donc activée.
Et ce qu'il faut aussi que je m'assure, c'est que, puisqu'on va utiliser un blob storage comme source, que et comme le blob storage se base sur de la technologie Hadoop, que cette option de connexion est bien activée. Et donc, on le voit avec ce paramètre 7, qui est effectivement la connexion possible avec un blob storage. Donc, les vérifications étant faites, on va créer justement cette virtualisation de données sur notre SQL Server. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre une clé, une master key en place, qui est en fait qui va servir pour le cryptage de tous nos credentials qu'on va mettre en place, et également de la de la sécurité des transferts, de l'interrogation et du transfert de données. Alors, pas de transfert de données, mais de la liaison entre les systèmes sources externes et le SQL Server. Donc, on crée notre master key. Alors, voilà. Il me demande de me connecter à ma base. C'est ce que je fais. Alors, bah oui, alors j'en étais à la création de la master key. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer les credentials qui sont utiles pour se connecter à notre blob storage. Donc, on a bien vu avant que, en fait, on va utiliser le compte de stockage avec le secret qu'on a pu récupérer depuis l'interface Azure. Donc, je crée donc mon credential pour me connecter à mon blob storage. Je vais créer ma source de données externe qui est effectivement, ben là on va retrouver l'adresse en fait du blob storage sur l'adresse Azure en fait qu'on retrouve là avec mon compte de stockage qui est utilisé et donc le container qu'on a utilisé et le protocole qu'on utilise et en spécifiant aussi que c'est un type Hadoop derrière. Voilà, ça c'est créé. On va définir, parce que vous avez vu les fichiers qu'on a dans notre blob storage, on va définir un format de fichier qui est utilisé dans ces informations qui ont été postées. Et la dernière chose à faire, c'est de créer notre table externe. Donc, notre table externe va utiliser effectivement, donc, on va lui spécifier où se trouvent nos fichiers dans notre container, quelle est la data source qu'on va utiliser. C'est celle qu'on vient juste de créer au-dessus, hein, avec le nom. Et elle est au-dessus là, à ce niveau-là. Voilà. Et le format de fichier qu'on va aussi utiliser pour cette table externe. Voilà, ça c'est créé. On va juste faire une petite vérification au niveau de notre connexion. Là, j'ai effectivement ma base de données, donc mon SQL Server 2019. Là, j'avais fait un use virtual data, c'est-à-dire que j'ai créé tous mes objets pour ma virtualisation dans une table, une base. Si je fais j'interroge mes tables, j'ai bien ma World Sales que j'ai créée ici, qui est spécifiée en externe. Et donc, si je crée si je vais voir mes ressources externes, je vais bien effectivement voir que ma data source externe a été bien créée avec mon fichier et mon format de fichier également. Donc, il nous reste à faire exactement la même manipulation avec les autres services qu'on veut interroger. Donc, je vais faire ça avec Oracle. Alors, le principe est le même. La seule différence, c'est qu'on ne va pas créer encore une fois une master key, puisqu'on va réutiliser en fait exactement la même. On va créer une credential sur Oracle avec notre user et notre mot de passe. Je me connecte toujours à ma base sur laquelle je veux créer ça. Je crée
ma source de données externe en spécifiant cette fois-ci que c'est du Oracle avec l'adresse IP qu'on a de notre serveur. Et on va créer aussi donc notre table externe. Alors cette fois-ci, on n'a pas besoin de créer de format, de file format, puisqu'on va se baser sur la structure de base de la table de Oracle, avec les champs d'Oracle. Alors petite information ici, il faut adapter aussi les collations entre Oracle et SQL Server, puisque il y a des différences entre ces collations, donc il faut trouver la bonne collation pour pouvoir euh, autoriser, je disais, la bonne communication entre les deux systèmes. Et bien sûr, là, on spécifie quelle table on a générée. Si on retourne dans notre base virtual data ici, je fais un refresh pour mettre ça à jour. Maintenant, effectivement, j'ai mes deux tables externes et avec mes ressources externes ici. Et je vais faire exactement la même chose avec le SQL Server sur AWS. Je crée mes credentials. Je connecte mon book sur ma base. Je crée ma ressource externe avec SQL Server cette fois-ci comme paramètre et donc l'adresse AWS. Et je vais créer donc mes deux tables externes, donc produit et manufacturer. Un step supplémentaire qu'on va faire, c'est de créer des vues, puisqu'il faut quand même assurer, on n'a pas forcément les bons liens, les bonnes ID dans les différents systèmes pour pouvoir faire le lien correct entre les informations. Alors moi, au niveau de la BI, et je préconise toujours d'utiliser des vues qui nous permettent de nous désolidariser justement des entités, je dirais, physiques de nos données et qui nous permet une plus grande flexibilité au niveau des changements. Donc, je vais créer une vue géographie. Toujours ma connexion sur ma base de données. Je vais créer une vue Worldwide Sales et je vais créer des vues produits et manufacturer. Et je vais créer aussi une vue Global Sales qui englobe en fait mes données locales, local sales, plus mes données Worldwide Sales qui se trouvent donc sur le blob storage. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, c'est très simple, c'est d'interroger ces données. Alors pour ça, vous avez vu que effectivement j'ai créé on va utiliser Power BI. Bon, on peut utiliser d'autres outils de reporting, hein. Mais le but c'est effectivement de pouvoir interroger de façon directe toutes ces informations sur diverses technologies, sur diverses localisations avec un seul outil et de pouvoir aussi mixer ces informations. Donc là, j'ai un exemple que j'ai préconçu sur mes données. On va voir effectivement que j'ai conçu en fait un modèle. J'ai donc mis en fait mes différentes vues que j'ai créées au niveau de mon SQL Server. Et là, je suis en modèle direct, c'est-à-dire que je vais interroger de façon directement les sources de données.
à travers donc mon SQL Server et à travers d'abord mon Power BI et à travers mon SQL Server. Donc ça me permet de façon centrale d'accéder à tous ces systèmes qui ne seraient pas possibles, vu la diversité de technologies, à travers un Power BI directement, puisque le Power BI ne permet pas un accès direct à certaines technologies, comme le blob storage, par exemple. Donc là, j'ai créé un modèle d'information qui, en fait, va me générer ces différentes sources et me les lier entre elles. Donc j'ai généré en fait mon rapport par rapport à ça et et on le publie donc au niveau du service Azure et du service Power BI sur Azure ou Office 365. Donc c'est ce qu'on va aller voir maintenant. On va aller donc il faut que je me suis connecté à mon Power BI serveur. Alors là je suis en fait sur mon portail Power BI. Si je vais voir dans mon workspace, j'ai mon Event Cloud Sales Report qui a été publié. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai été obligé de mettre euh, une gateway en place qui se trouve ici, là, que j'ai appelé Gateway Azure VM Polybase. Je vais voir déjà si j'interroge ma source de données, si on est bien connecté, donc elle est bien active. Donc ça, c'est une gateway effectivement qu'on va installer sur la. Si je retourne sur ma machine virtuelle ici, je vais voir que j'ai un service. J'ai ma machine, mon service qui tourne, alors, qui s'appelle trouve que j'ai installé ici. Ouais, ça, je me souviens plus du nom. Bon, ça me reviendra. En tout cas, elle est active. Donc, je l'ai installée en local sur ma machine et elle permet de faire la passerelle entre Power BI, le service et ma machine virtuelle. Et donc maintenant, il me suffit comme j'ai mis à disposition mon rapport, il suffit que j'aille et que je partage ce rapport avec d'autres personnes et on peut avoir mes informations au niveau sales de façon globale et qui interroge ces différentes sources de données de façon directe. C'est en train de tourner. Là, ça arrive tout doucement. Et bien sûr, on a l'interactivité au niveau des informations on peut filtrer disons, de façon dynamique au niveau du Power BI. Donc là, en direct, on va chercher les informations sur les différentes sources. Voilà encore. Alors, je disais avant, effectivement, on a vu qu'on a mis en place très facilement les liens sur ces sources de données. Là, je ne parle pas effectivement forcément de quelque chose d'hyper performant. Alors, c'est pour ça qu'on va, surtout suivant les technologies qu'on va interfacer. Alors, je sais qu'avec Oracle, il y a énormément de problèmes de performance. Si on travaille uniquement avec les blob storage, où il y a du Hadoop derrière, où Polybase va justement utiliser les ressources d'Hadoop pour pouvoir favoriser l'interrogation sur le système source, on va exploiter au maximum le système source. Avec Oracle, vu les problèmes de collation qu'on a, il faudra passer par une phase d'optimisation de ces problèmes de performance, ça c'est clair. Mais on a quand même quelque chose je dirais, d'assez performant et de rapide à mettre en œuvre.
Alors, si je reviens à ma présentation, puisqu'il me reste encore 2-3 minutes, au niveau de ce que j'ai pu en constater, ben, c'est effectivement une facilité d'installation et effectivement facile à utiliser, à déployer. On a vu que très rapidement, si les sources de données sont disponibles, on peut centraliser ça dans notre instance SQL Server et les interroger de façon facile. On n'a pas besoin effectivement de savoir comment interroger un Hadoop, hein, puisqu'on va utiliser le langage natif SQL Server. Donc, on a cette phase d'apprentissage euh, qui, dont on n'a pas besoin, ni connaître les fonctions Oracle. On va utiliser le langage natif. Et on l'a mis en place et mis en œuvre très facilement. On va pouvoir effectivement mixer différentes technologies facilement, puisque là, effectivement, on en avait trois, voire très facilement à mettre en œuvre. Et on va aussi optimiser à travers ce Polybase l'utilisation des systèmes sources. Alors, il y a certaines limites, hein, vous l'avez vu, avec Oracle, bon, on a certains problèmes de performance qui va falloir donc optimiser, ça c'est clair. Par contre, on a cette possibilité aussi, là, bon, j'ai pas le temps de rentrer plus dans le détail, mais de faire ce scale-out group ou d'utiliser le Big Data Cluster. Et c'est là aussi que Azure est très avantageux, puisqu'on va pouvoir déployer et utiliser la puissance du cloud pour déployer facilement nos nouveaux nœuds et pouvoir augmenter, je dirais, la puissance de notre infrastructure. Par contre, les désavantages que j'en ai trouvé, c'est qu'effectivement, on n'a pas de sécurité intégrée. Vous avez vu qu'on a mis user mot de passe pour interroger nos systèmes externes. On ne va pas pouvoir utiliser forcément les niveaux de sécurité qui sont mis en place au niveau des systèmes sources. La performance sur les gros volumes, donc là, moi sur mon exemple, j'ai pas des volumes énormes et on voit déjà qu'il y a un temps de réactivité peut être des fois assez long si on mixe de nombreuses technologies. Et aussi la limite sur les technologies qui sont supportées pour l'instant au niveau de Polybase. Bien sûr, on a les connecteurs ODBC, mais bon, ODBC, on sait bien que ce n'est pas les meilleures performances. Mais bon, je pense que ce nombre de technologies supportées va être augmenté au fur et à mesure. Et au niveau des file formats, bon, on a aussi très peu de possibilités. Bien sûr, on peut utiliser des file formats tels que JSON ou XML qui sont plus flexibles au niveau des informations qu'on peut en tirer.